Cyril Troméliès ce soir pour ce film qui, pour nous, est un des films majeurs de l'année. Vous avez vu qu'on a choisi de le mettre en couverture du programme, c'est pas du tout un hasard, c'est un choix artistique, y compris dans un programme où il y avait quelques rivaux de taille, par exemple un certain Jafar Panahi, que nous accueillerons donc le 27 septembre pendant le Festival du film de Montreuil. Mais voilà, notre palme d'or du cœur, notre grand choc cannois, c'est le film que vous allez voir ce soir. Je précise que ce soir, vous allez voir une bonne partie de l'équipe du film parce que c'est la première. Le film sort aujourd'hui et fonctionne bien, donc on est très contents. Qu'il a été un tout petit peu perturbé malgré tout par cette grève que nous soutenons par ailleurs, mais qui a procédé à l'annulation d'ensemble des séances, sauf celle-là. Ouais. Et que donc ce soir, pour sauver cette rencontre, vous avez à la caisse Marie Boudon, programmatrice du Méliès, et en cabine Alain Chic, le programmateur et animateur jeune public de Méliès. Voilà, on peut dire merci de faire ce travail d'artiste exceptionnel. J'en profite pour glisser parce que je connais ses opinions sur ce sujet, la présence dans la salle, mais je ne vous dirai évidemment pas où, d'une grande actrice, réalisatrice, productrice qui s'appelle Nathalie Portman, que je vous demande d'applaudir chaudement. Et maintenant, merci d'accueillir l'équipe du film de ce soir, Sirat, Oliver Latch, le réalisateur Sergi Lopez, Biggie, Jeanne Roukid et Nadia Assimi. Nadia est la directrice de casting et décoratrice. Et les autres sont les trois acteurs du film. Merci beaucoup. Ouf, la salle est pleine. C'est touchant. On est très fatigué. On a vraiment présenté le film beaucoup. On a dû en parler beaucoup. Mais c'est une très belle fermeture de cette présentation du film. En fait, il va y avoir un débat juste après. Oui. Et c'est vraiment dommage. Parce que, en fait, non. T'aurais voulu en parler avant. Non, avant, c'est aussi dommage. Oui, c'est ça. Écoute, merci, au revoir. J'espère que tu viendras pour le prochain film. Et en fait, surtout parce que, quand même, bon, les films, beaucoup de fois, nous invitent à voir les films avec un autre niveau de perception. Il y a un moment où les films nous obligent à nous lâcher. Et surtout parce qu'on est vraiment beaucoup dans la tête, non ? Ce niveau de perception, cette radio pirate qui est un peu la logique, des fois elle a trop de présence. Donc, j'espère que le film va arriver à provoquer en vous que ce volume descende un tout petit peu, cette voix, et que d'autres niveaux de perception, la peau, les tripes, le cœur, voilà, qui soient là et que vous puissiez voir le film avec les oreilles, avec le corps. Avec le corps. Je ne sais pas si c'est Dolby Atmos ici. Oui. C'est Dolby Atmos. Je me suis enfermé 2-3 mois dans un studio, vraiment, on a travaillé chaque centimètre du son de ce film avec le plus grand amour. J'espère que vous allez apprécier le travail. On se voit juste après. Ouais. Si vous voulez, c'est très bon, c'est très savoureux quand un film, on sort du cinéma et le film est dans notre corps. Si vous voulez partir après avoir vu le film, on ne va pas être... on t'a pas dit non, on ferme les portes, je suis désolé. Vous pouvez vous promener en silence, vous rentrez en silence chez vous, et goûter cette saveur, si le film le provoque. Et ce que non, on sera là à débattre et à écouter mon super équipe, super acteurs. Encore deux mots. Si on a à ce point eu ce coup de cœur, c'est parce que c'est à la fois une expérience sensorielle, émotionnelle et intellectuelle malgré tout. Que le corps et l'esprit ne se séparent pas, et notamment pendant la projection de Sirat. Et on n'a pas encore remercié toute l'équipe de Pyramide, les distributeurs qui sont présents dans la salle. Distributeurs de cinéma indépendant, militants du cinéma, salle par salle, spectateur par spectateur. Et il y a aussi, je voudrais saluer mes producteurs de 4 à 4 Productions. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous les applaudissez. Les producteurs
acteurs, ils sont jamais dans la photo, mais c'est très ingrat, mais merci vraiment de m'avoir accompagné pour faire ce film. Bonne projection, et à tout à l'heure. Oliver Laché, Sergi Lopez, Guigui Richard Bellamy, Jade Houkine et Nadia Assimi. On peut retourner en pleine lumière, s'il vous plaît. Bon, règle du jeu, je pose 3 questions à Oliver, une question à chacun des autres invités, ou 2. Et puis ensuite, on vous passe la parole pour que vous réagissiez. J'imagine que quand on vient de le voir, c'est un choc et qu'il est assez difficile de passer immédiatement en mode question-réponse. Donc on va passer un tout petit peu en douceur. J'ai envie de t'interroger d'emblée sur ce qui, moi, me paraît une des originalités du film, qui est la façon dont le film travaille la fiction. C'est ça la question compliquée, autant commencer direct. Qui pour moi s'annonce dès le générique et dès le tout début du film, y compris parce que tu commences par les noms des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels en générique, et progressivement on voit apparaître Sergi Lopez, qu'on identifie très clairement, lui, mais il est d'une certaine façon déjà oui, si. Oui, non. Alors cela dit, tu as un sosie avant dans les techniciens. C'est peut-être fait exprès, mais beaucoup plus gros que toi. Et je me dis ça, je veux dire, je peux en parler, quoi. Et donc, il y a une façon déjà de travailler sur le rapport entre la foule et les personnages isolés qui vont raconter la fiction, porter la fiction, et centralement le rapport père-fils ou père-fille, l'absente. Et je voudrais du coup te demander très simplement, mais comment tu as travaillé sur ce rapport au documentaire, entre guillemets, à l'enregistrement des paysages, des personnages qui venaient du monde de la rave, et à cette écriture fictionnelle sur le rapport entre le père et ses enfants. Merci Stéphane pour la question, et merci de ton accueil et ça c'est vraiment beaucoup d'années de travail, ce sentiment de travailler dans un cinéma et qu'il y a un public si fidèle. C'est pas drôle, enfin, pourquoi vous riez? Et donc oui, en fait, nous, quelques semaines avant le tournage, on a dû diminuer d'une semaine. On avait 8 semaines de tournage, on a dû diminuer à 7. Donc du coup, on a dû sacrifier beaucoup de séquences, et on les a sacrifiées dans le tournage de la fête. Surtout, donc, il y avait beaucoup plus de séquences qui faisaient de cette fête voilà, une séquence un peu plus fictionnelle, on va dire. Et donc du coup, on a fait confiance que la vie allait nous offrir des images puissantes. On vient tous un peu du documentaire, on aime les textures du réel beaucoup. Et donc on a tourné donc, quelques séquences de fiction avec ce père et son fils qui cherchent la fille. Et après, il y avait les toffeurs. Au montage, moi j'ai eu des montages où il y avait 20 minutes de plus d'images de la teuf. Je voulais vraiment un début, une immersion très profonde dans la nuit, dans la teuf, dans la musique, dans les corps. Sauf que le problème quand on est en montage, c'était qu'il y avait trop de dialectique entre la fiction et le documentaire. C'était bizarre pour les spectateurs de trouver vraiment, ok, ça commence comment le film, ça part où? Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a mis les noms des acteurs pendant qu'ils dansent. C'est pour dire à les spectateurs, on est déjà dans un rapport de fiction. Ces personnages qu'on voit, qu'il y a vraiment une odeur tellement de vérité, c'est des acteurs.
il y a de la fiction. Et donc j'ai dû... les premiers montages, tout le film était vraiment déjà très mûr à niveau de montage, mais quand même la séquence de la teuf, j'ai dû la diminuer progressivement. Et c'est pas grave, il faut faire des sacrifices, toujours. Parce que c'était très beau, c'était vraiment, on a des images incroyables de la teuf, mais on arrivait très fatigué à la fin du film. Et donc on a dû sacrifier un petit peu, et aussi il y a eu moins de dialectique fiction-documentaire. Ça c'est un peu mieux nuancé. Alors je vais faire 2 compliments sur ce début de film. Le premier, c'est que on est d'emblée dans une démarche qui est très proche de celle du personnage de Sergi, puisque nous aussi on cherche qui va émerger de cette foule pour devenir le protagoniste, les protagonistes. Et donc quand il y a des plans d'ensemble comme ça sur cette foule qui danse, il y a tout de suite un truc très beau où on va aller chercher le corps qui bouge le mieux, celui que tu identifies, celui que tu sens, etc. Donc on est d'emblée dans un jeu de miroir avec le personnage principal. Et puis ensuite il y a quelque chose de très troublant quand on voit le film, c'est la façon dont ce montage travaille la confusion des repères entre le jour et la nuit. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment le jour, la musique s'arrête jamais, donc il y a un truc comme ça où on invente une temporalité propre au cinéma que je trouve moi très forte et très proche de ce qui se passe dans une rave party. Je dis ça, je les ai peu fréquentés pour être honnête, en dépit de quelques boîtes berlinoises, mais je n'en parlerai pas maintenant. Mais voilà, et donc ça d'emblée, ça nous situe effectivement dans un monde qui n'est pas seulement le monde réel, mais ça nous ouvre à la possibilité de l'imaginaire et de l'allégorie. Et quand même, le mouvement général du film, c'est d'une certaine façon de plus en plus d'aller vers l'allégorie. Et ma deuxième question, c'est celle-là. À partir de quel moment tu t'es dit qu'un des sujets du film, c'était de filmer ce microcosme, alors que dans le reste du monde, il y a cette fameuse Troisième Guerre mondiale, il y a ce conflit dont on entend parler à la radio, il y a cet exode des populations. Voilà. Pourquoi c'était important d'associer ce récit-là, et notamment de façon très très intime sur le rapport père-enfant, au pluriel, avec ce contexte général de fin du monde? Je ne sais pas si j'ai compris parfaitement la question, mais c'est pas grave. En fait, tu m'as dit 3, alors du coup je condense. Hein. Tu as fusionné plusieurs questions. Ouais, c'est vrai, j'ai triché un peu. En fait, je trouve que c'est une culture, la culture techno, rave, traveler, parce que la rave, c'est pas seulement la fête, c'est aussi le voyage, et c'est aussi la déconnexion. Donc quand même, il y a déjà un rapport à la fin, au crépuscule, à la mort de ce système, on va dire, à l'échec de ce système. Moi, que je ne suis pas toffeur, j'ai partagé ces sensibilités. Moi, depuis que je suis petit, j'ai une connexion, enfin, je sens que ce système n'est pas soutenable et qu'il n'y a pas de... Et je sens un fort désarroi. Je crois que j'en ai parlé à l'introduction. C'était dans l'autre salle. C'était dans l'autre salle, non. Voilà, le manque de référents. Le manque de référents spirituels, surtout. Grâce à l'art, je m'en suis un peu sorti. Mais bon. Et donc du coup, c'est quand même une culture déjà qu'on est avec la montre en temps d'attente, que tout s'écoule. Mais sans dramatisme, je trouve. Enfin, là, je suis en train de généraliser. Et c'est pas dramatique dans le sens que c'est pas une fin, c'est seulement un reset. C'est comme c'est une ère finie, il y a une nouvelle ère qui commence. Donc, il y a déjà un peu ce goût à célébrons la fin, fêtons la fin. Et je trouve que là, on peut interpréter que peut-être ils sont escapistes. Ils ne veulent pas se confronter à ces douleurs du monde. D'ailleurs, il y a une phrase très paradigmatique dans le milieu teuf, c'est on introduit nos têtes dans les enceintes pour ne pas entendre comment le monde s'effondre. Et effectivement, il peut y avoir quelque chose un peu Peter Pan, un peu de pas vouloir grandir, tout ça. Mais moi, je trouve par contre que c'est mieux. Je trouve que quand même, le monde, il a beaucoup de poids. Il y a beaucoup de peur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'angoisse. Et donc, il s'agit, je trouve que notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'enlever du poids au monde.
Et donc, notre responsabilité, c'est d'être bien, d'être en harmonie. Et danser, c'est la meilleure manière de régler, entre autres, nos énergies. C'est une cérémonie qu'on fait depuis des milliers d'années. Faites cette catharsis avec notre corps. Priez avec notre corps. Voilà, la responsabilité, c'est de célébrer, c'est de danser, même si c'est la fin du monde. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Si tu as absolument répondu, mais je vais quand même prolonger. Et donc, Troisième Guerre mondiale, oui, en fait, voilà. Et comme dit un personnage, ça fait longtemps que c'est la fin du monde. Donc, c'est pas d'actualité. Et ça devait être comme ça. Ouais. Sauf qu'ils ne se contentent pas de danser. C'est-à-dire que la violence du monde, elle finit par les atteindre. Puisque quand même, il y a ce personnage de l'enfant qui disparaît. Et puis ensuite, il y a un certain nombre des protagonistes qui vont sauter sur les mines. Donc en fait, ils ne sont pas protégés dans une bulle qui les extrairait de cette violence du monde. Elle est là aussi. Mais ils n'échappent pas de la violence du monde, ils la portent. Leur corps est témoin qu'ils sont connectés à la violence du monde. Moi, je ne vois pas de l'escapisme. En fait, ils sont beaucoup d'eux, moi je les ai connus beaucoup d'eux au Maroc, ils sont très connectés au monde et à la douleur du monde, au contraire. En tout cas, moi, je ne crois pas à la notion de la liberté. Ah oui. Non. Enfin, la liberté, je trouve que l'être humain, c'est comme des voies de train. J'avais entendu un mec, c'est des voies du train que tu peux vraiment pas choisir. On est soumis à des énergies qui nous transcendent. La seule personne libre, c'est celle qui assume qui n'est pas libre. Donc, la mort, là depuis notre paradigme. Et il prend des notes, ouais. Depuis notre paradigme occidental, voilà, on est très inquiet de la mort. Putain, ils sont morts. Oh, les pauvres. Non. Je veux dire, ça se pose jamais dans un monde traditionnel. Ça se pose jamais. Pourquoi tu meurs? Tu meurs quand tu dois mourir. La question, c'est comment tu meurs. Comment tu meurs? C'est ça la question. C'est ça le fait. Je ne suis pas en train de dire que le spectateur doit se poser cette question dans le film. Mais il se pose la question de la place de la mort, clairement. Vous allez au cœur du film. Comment on meurt? Non, ils en parlent. Ils parlent de la mort grandiose. De la dernière chose qu'on dit quand on mourit. Jade, elle danse. Ouais. Déjà, dans la culture rave, c'est mourir dans un dance floor, c'est une mort qui transcende l'âme. C'est mythologique, n'est-ce pas? Par ailleurs, non mais l'image que tu utilises des rails, etc., elle est dans le film, parce que c'est troublant. En fait. Elle est dans le film à la fin, quand on suit les réfugiés. Le mec disait, tu ne peux pas décider d'aller à gauche ou à droite quand tu es dans la vie. La seule chose que peux-tu décider, c'est si tu veux aller en première ou en troisième classe. Pas mal. Ça en dépendant de ta capacité d'acceptation. Alors, elle est à la fin du film au moment de l'exode, et donc il y a effectivement une perspective de fuite, il y a un monde ailleurs, quoi, c'est pas la destruction généralisée, mais en fait tu l'anticipes, parce qu'il y a déjà le plan des rails avant, dans le film, et ça répond à un système qui est assez présent dans le film, en fait. Je finis juste ça, qui est que souvent les drames, etc., sont annoncés, sont anticipés. Par exemple, l'enfant, à un moment, perd son père dans la fête, son père l'engueule et l'enfant engueule le père. Or, ça apparaît quand même les prémices de ce qui va se passer, c'est-à-dire une perte beaucoup plus violente et définitive un peu plus tard. De même, évidemment, il joue au bord du précipice et c'est le père qui lui demande d'aller dans la voiture. Et donc, en fait, les drames sont quand même déjà soufflés au spectateur, ce qui n'empêche absolument pas d'ailleurs qu'ils soient absolument surpris et terrifiés quand ils arrivent. Très bien vu, Stéphane. Il y a un mélange, parce qu'en même temps, quand même, on a fait comme la vie. La mort, elle arrive soudainement. La mort ne t'appelle pas au téléphone, enfin la vie ne t'appelle pas, elle te dit, bon, alors fais gaffe. Ce soir. Ce qui vient de la crise, c'est qu'elle vient au bon moment. Mais en tout cas, il y a ces préfigurations. Je peux dire en français préfiguration? Tout à fait. Il y a des moments de préfiguration. Et il y a aussi des moments où on anticipe, on a mélangé un petit peu le temps et l'espace. Il y a effectivement, par exemple, à la teuf, on voit un plan du désert. Quand il y a les hajis qui tournent autour de la Kaaba, à la Mecque, on voit les pieds de Tonin dans le désert, on voit les voies du train. Ça, j'ai pas une explication consciente. Enfin, j'ai pas fait. Il n'y a pas une intention consciente. Là, c'était en table de montage. J'ai trouvé que c'était stimulant.
Et quand je trouve qu'il y a une connexion entre les images stimulantes, je sais qu'il y a beaucoup de couches de connexion avec les spectateurs. Il faut s'arrêter à temps comme auteur. Il ne faut pas mettre beaucoup de rhétorique et de logique dans les images. Il ne faut pas les charger d'intention parce qu'on les tue. Elles ont trop de poids et du coup elles sont plus vivantes, elles sont domestiquées par nous, par le conscient. Donc, oui, enfin, ça fait un effet un peu, pour le dire, ça serait un effet un peu de rêve. Quand on rêve un peu l'espace et le temps, j'aimerais beaucoup que mon cinéma ait beaucoup plus d'inconscient. Mon inconscient est l'inconscient relative, mais bon, toujours tu cherches un équilibre entre dire, entre être clair et évoquer, et être sombre. Je pouvais pas, avant Sirat, je ne pouvais pas me permettre vraiment de... Et là, peut-être avec mon prochain film, oui, je veux pouvoir plus plonger dans un cinéma beaucoup plus sensoriel et plus... On va voir. En tout cas, je voulais seulement dire sur les rails, attention, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, ce proverbe soufi. Enfin, il ne faut pas comprendre que les rails veulent dire que la vie, enfin, c'est que des rails, cette image. Ok, mais on va pas mettre la tête. Mais il n'y a pas de liberté. Enfin bon, bref. Voilà. Moi, je veux bien poser la première question à Sergi, et notamment parce que tout à l'heure, voilà, tu disais que tu avais lu le script et que tu avais été immédiatement emballé et que tu avais rappelé, je crois, dans la nuit, tu disais ça dans l'autre salle, Oliver pour lui dire que ça t'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qui, toi, t'a touché et en quoi tu t'es dit ben, j'ai vraiment envie de le faire, ce film? C'est quoi le déclencheur ou de l'enthousiasme? L'ensemble. L'ensemble, vraiment, tu vois, c'est pas le personnage, déjà, parce que j'ai du mal toujours je me projette pas beaucoup dans... Enfin, je ne me projette pas du tout, en fait, dans le personnage, tout ça, mais c'est l'histoire en elle-même, l'objet complet, qui m'a fait voyager, qui m'a dérangé, qui m'a posé des questions, qui m'a troublé, je sais pas. En fait, c'est beaucoup plus difficile à expliquer qu'à sentir. Moi, j'essaie d'écouter mon corps et l'intuition. Et quand j'ai fini la dernière page, je me dis, oh là, c'est quoi ça? Enfin, je sais pas, effectivement, enfin, je sais pas, il y a quand même un virage déterminant dans le film qui vire très fort à droite, enfin à gauche, je veux dire, mais et que la voiture de l'enfant, avec l'enfant dedans, ça, tu vois. C'est vrai que ça, c'était un moment déterminant pour moi où ça m'a un peu bousculé beaucoup. Parce que, je sais pas, parce qu'il y avait quelque chose de sacré, comme si on ne pouvait pas toucher ça. Et du coup, justement le film donne raison à Olivier et à Cynthia, enfin, ceux qui ont écrit cette histoire, à se dire que, justement, qu'il y avait ce côté sacré, mais que, justement, moi j'ai trouvé que, après ces trucs tellement énormes, tellement frontal, tellement extrêmes, les combles des fantasmes les plus horribles qu'un père ou une mère peut avoir, tout ça. Justement, après, on n'était pas dans le regret, dans le chagrin. Justement, il y avait une autre énergie qui a inexorablement poussé les personnages à avancer avec cette douleur, avec cette idée je crois, du monde d'aujourd'hui, mais de la vie en général. Le fait c'est pas par hasard qu'il nous propose de méditer sur la mort. Je veux dire, le fait de... Enfin, c'est tous qu'on va mourir. Enfin, non? Non, je pense. Tu vois, si certains étaient au courant de la salle, c'est violent. Enfin, oui. Et pourtant, tu vois, ça poussait dans l'idée de, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour avancer, comment on fait pour retourner de toute façon une chose horrible à quelque chose qui peut nous... Alors, ce que tu dis m'intéresse d'autant plus que la deuxième vision, j'ai fait très attention à ce qui se passait après la mort, pour voir, parce que le film parle quand même aussi de ça, du deuil, de l'hypothèse du deuil, puisqu'on ne sait pas ce qu'est devenue cette jeune fille d'abord, et puis ensuite la mort de l'enfant vient quand même confirmer voilà, cette hypothèse-là pour le deuxième enfant. Et je trouve très très beau la façon dont est filmée la douleur. Je pense que c'est quand même aussi un des sujets du film. Il y a par exemple cette fuite dans le désert où tu cries assez loin de la caméra et où du coup il y a ce jeu de confusion avec le décor, enfin, comme s'il faisait corps avec l'espace, que je trouve très beau. Et quand on en finit avec j'allais dire le coup de théâtre accompagné par la musique
de l'annonce de la mort, enfin la confirmation de la mort, enfin, comme cette espèce de chambre d'écho de cette mort. Il y a un plan où tu es dans la voiture, où tu dis rien, il n'y a pas d'échange, eux sont en train de se dire à l'extérieur est-ce que tu l'as vu ou pas, et là c'est la lumière d'une certaine façon rouge derrière toi qui parle de cette douleur-là, dans un jeu extrêmement sobre. Et du coup, je me suis demandé si cette sobriété-là, c'est une consigne que vous vous étiez donnée, s'il y avait eu beaucoup d'impro sur comment on filme ça, l'après-disparition de l'enfant, et donc de coupe au montage pour créer cette sobriété. Enfin, raconte-moi un tout petit peu ce que vous vous étiez dit ensemble pour traiter ce sujet, lui donner un écho très fort chez le spectateur, qui est quand même totalement bouleversé à ce moment-là, et en même temps faire en sorte que se produise exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ça ne détruit pas l'énergie. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu. Oui. Tu vois? Non, je veux dire qu'on avait parlé avec Olivier, et puis on avait regardé le scénario, donc tu vois, après la chute de la voiture avec l'enfant, il y a une scène, après une autre, donc il y a comme une espèce de chronologie. Donc, tu vois, on suivit cette espèce de deuil concentré sur quelques jours. Donc, on avait parlé de l'intensité, de quel moment on était. Après toute une nuit de pleurer, bon, je sais pas, on a pu vivre ça aussi dans notre vie, de voir des deuils, des morts tragiques des gens, tu vois, et qu'en fait, ça fatigue, ça des hauts, des bas, enfin je sais pas, et arrivé à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il est plus en train de pleurer comme le premier choc, il est, je sais pas, il y a un truc qui est en train de sécher à l'intérieur, enfin je sais pas. Après, tu vois, pour jouer, on essaye d'entrer en transe, un peu, sans la musique, mais avec une musique intérieure, et on essaie d'entrer en transe, et laisser que le corps prenne des décisions à ma place. Je suis assez nul quand je réfléchis. La mémoire du corps. La mémoire, oui, ça c'est un truc étonnant, tu vois, encore une fois, l'intuition, pour moi, c'est quelque chose de très important, en tout cas, pour moi, ça a toujours été très important. Enfin, j'ai appris, peut-être que j'ai aperçu que c'est important, et de laisser, qu'on peut jouer ça, alors que tu te mets dans une position d'acteur professionnel qui va trouver, tiens, je vais jouer ça comme ça, je vais pleurer comme ça, ou je vais faire. Ça marche 2 secondes, c'est nul, enfin, je sais plus je suis. Pour moi, c'est plus fort imaginer quelqu'un qui s'appelle Louise, qui a un truc et m'abandonner. Et te rendre compte que peut-être ton corps, il a une mémoire, je ne sais pas d'où ça vient, des ancêtres, je ne sais pas, même pas de ma famille, tu vois, de plus loin peut-être, et qu'avec cette mémoire, il a des réponses. Il a des réponses que. En fait, je me suis éclaté à jouer ça. Tu vois, je n'ai pas traversé une douleur. Je n'étais pas en train de souffrir, moi. J'étais en train de faire ce métier que j'adore, c'est de jouer, cette folie, il faut être fou un peu pour imaginer que tu t'appelles Louise et qu'il t'arrive ça. Mais j'avais l'impression que c'était pas moi. Que c'était pas moi, c'était mon corps, que de ce côté, tu vois, il avait des choses à dire. Exactement le contenu du paradoxe du comédien de Diderot, par exemple. Sa méthode pour apprendre le paradoxe du comédien. C'est un texte de Diderot qui raconte ça, génialement. Vraiment. Vas-y, je t'en prie. Je voudrais ajouter quelque chose sur la mémoire du corps. Il y a cette séquence quand ils sont en train de danser dans le désert, cette cérémonie avec les corps. Moi, j'ai l'impression, quand je vois les images, Biggie, on voit Biggie, Tolin, Jade, Luis, Sergi qui dansent, j'ai l'impression qu'ils ne dansent pas seulement leur douleur, ils sont connectés à une douleur ancestrale, cette douleur transgénérationnelle qu'on a hérité un peu tous. Il y a quelque chose de fort dans cette séquence, je trouve. C'est une catharsis à beaucoup de niveaux. C'est pas seulement la douleur de cette rencontre que vous avez vue. Puisqu'on a la costumière et l'actrice de cette scène qu'on voit derrière nous, c'est par exemple le choix du vêtement là, et du voile à un moment. Il faut que je précise que Nadia a fait le casting. Et les costumes. Et les costumes, entre autres. Donc elle a fait un peu tout le voyage, elle a choisi les gens et les a habillés. Ce choix-là de costume et à un moment, si je ne me trompe pas, du voile qu'on met sur la tête dans cette séquence-là, c'était quelque chose que vous avez discuté avec Oliver. C'est ta décision à toi.
Nadia, d'où vient par exemple ce choix de costume dans cette séquence-là que vient de commenter Oliver? En fait, les acteurs, non-acteurs, comme on dit, que j'ai trouvés, on les a choisis pour leur personnalité, pour ce qu'ils incarnent. Et du coup, l'idée, c'était de ne pas les mettre très loin de ce qu'ils sont déjà, de juste les adapter à niveau texture, couleur, ajuster, affiner, minimaliser ou au contraire un peu plus pousser certaines choses de leur propre ADN vestimentaire. Et du coup, bon, Jade, je l'ai regardée et oui, elle a toujours quelque chose sur la tête, déjà. Et ensuite, elle a aussi cette origine qui est très reliée au voile. Et quand on danse, et même quand on met un chapeau ou un voile, c'est comme si tu te fais un peu ton Cocon? Ouais, un petit peu. Voilà. Cocon, des ailes aussi. Et moi, je le dis comme des ailes, mais bon. Et donc voilà, c'est ça. Pour le foulard, en tout cas. Moi, j'aimerais bien que tu parles, par exemple, le travail que tu as fait avec Josh, par rapport à comment on l'habillait, parce que Josh, c'est le personnage qui est... Voilà, Josh, c'est quelqu'un d'assez introverti. Je sais absolument pas pourquoi c'est venu d'une intuition, parce qu'il ne s'habille pas du tout comme ça, lui, pour le coup. J'ai eu envie de lui mettre un blouson en cuir. Et j'ai appris par Oliver que c'est sûr, parce que ça le violente beaucoup. Mais j'avais vraiment cette idée, parce qu'il est le fils d'un biker, motard, mais je ne le savais pas. Et bon, il a pas tout réglé avec son papa. Et j'avais voulu un cuir parce que, comme c'est un personnage très intérieur et qui quelque part va s'envoler, enfin, on pourrait dire symboliquement, j'avais dans l'idée de lui peindre un oiseau dans le dos et sur les bras et que quand il allait danser, puis bon voilà, un petit peu subtilement passer un peu cette énergie de l'oiseau, des ailes qui s'envolent. Et bon, il était un peu fâché que je veux lui mettre un blouson en cuir, et moi j'étais aussi un peu têtue, je sais pas pourquoi sur ce truc-là. Alors que d'habitude, je s'écoute quand même pas mal, mais... Et dans le taxi, je lui dis, tu sais, j'ai l'idée de te mettre un oiseau, mais je savais pas encore trop quoi. Fini, je trouvais ça un peu convenu. Puis à un moment, je lui dis, j'ai vu une belle photo d'une pie, et je lui montre, et là il me dit, oh, c'est mon oiseau préféré. Ah bah j'ai dit, voilà, on va faire la pie. Et là, ça l'a réconcilié avec le blouson en cuir, et je me suis dit, c'est marrant quand même au-delà de la fiction, finalement, c'est comme si ça réglait dans le subtil aussi des choses avec son père, en fait. Je trouvais ça beau. Tout à fait, c'est ça que j'aime beaucoup de cette histoire, de comment subtilement le cinéma a un rite magique, thérapeutique. Hein. Enfin, ça lui a servi, en fait, et d'ailleurs, peut-être ça tu le sais pas, mais son père l'a beaucoup félicité. C'est la première fois voilà, qu'ils se sont un peu vus par son père. C'était beau, t'as bien fait de faire raconter. Ouais. Jade et Biggie, peut-être un mot sur votre personnage et sur la façon dont on s'est passé ce tournage. Comment ça, en fait, mon personnage Ouais. En fait, c'est moi, en fait. Bon, Ben voilà, merci, c'était le mot. non, alors je me permets. Voilà, Oliver et Nadia, ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Et j'ai cette chance que dans ce film, ils ont voulu me dévoiler et me dévoiler à vous. Et en fait, je sais pas, c'est une espèce d'harmonie et de bien-être, et j'espère que c'est ce que vous avez ressenti. Et j'ai dit oui, quoi, enfin, j'ai accepté, quoi. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'écris ce scénario depuis 2014. Ouais, t'as dit qu'elle commençait à y réfléchir en 2011, 2011, des images et tout. Et depuis que j'ai connu Biggie en teuf, j'ai tombé amoureux de lui. J'ai dit, il est dans toutes les versions de scénario. Et voilà, c'est... C'était moi Esteban avant. Je rigole, pardon. Alors, ce qui est un peu trop long, mais que maintenant je connais l'histoire de Biggie, et comme il a perdu sa main en manifestation et que c'était une grosse journée de manif, ça veut dire que tu as pensé à lui bien avant cette question-là de la main. Or, cette question-là, de l'infirmité apparente, elle est importante dans ton film.
en fait, j'ai pas entendu la fin. La fin, c'est la question là de l'infirmité, de cette communion des gens qui sont un peu à l'écart de la société, ce qui se manifeste là par la question du handicap, elle est très présente, en fait, moi, alors que Biggie était prévu bien avant cette histoire. Biggie a perdu la main 3 ans avant de commencer le tournage, et on avait déjà Tonin qui n'avait pas la jambe, et toujours, moi comme spectateur, j'aime pas quand je sens l'intention de l'auteur. Je pense qu'il faut ou ne pas avoir des intentions, ou effacer les traces du crime derrière toi. Non. Il ne faut pas qu'on sent les choix de l'auteur. J'aime pas qu'on me raconte. Enfin, j'ai envie que le cinéma me fasse sentir des choses. J'ai pas envie qu'on me raconte des trucs. Même si c'est des choses idéologiques avec lesquelles je m'identifie. Je sais pas. En tout cas, j'avais peur qu'on sent que le réalisateur est en train de souligner le fait qu'ils ont des incapacités. Et d'une manière, ça le fait, mais il y a un moment aussi quand tu fais les choix, tu te rallies à ton intention et tu assumes. Moi, j'aime cette personne, je voulais qu'il soit dans mon film, et bon, j'assume les conséquences. Et du coup, en même temps, on faisait confiance que la manière dont on filme est quand même une manière élégante, on souligne tout. Et je trouve, en fait, je crois que c'est le film qui a décidé. On n'a pas eu le choix, la vie a décidé ça, je veux dire. Et bien évidemment que Biggie a souffert beaucoup, et Tonin, ils ont beaucoup souffert, et ils ont partagé avec nous leur deuil, mais en même temps, ils ont tellement transcendu ces blessures, ils sont tellement dans la célébration, dans la joie, dans l'acceptation, que c'était très important pour que ce papa puisse aussi continuer, d'être entouré de gens qu'on sent que la vie les a donné une gifle, les a secoués. En fait, par rapport à ce que je disais avant de la liberté, en fait, parce que la vie ne te donne pas ce que tu cherches, la vie te donne ce que tu as besoin. Et c'est là que les êtres humains, on se frustre et parce qu'on est très obsédé avec ce que nous on cherche, ce qu'on attend. Mais la vie, même dans les douleurs les plus atroces, elle donne des cadeaux. Pourtant, Sergi On peut rigoler, mais quand je parle de la mort et... Quand je parle de la vie, oui, mais... Jade, un petit c'est peu. mieux les supporter. Oui, mais j'imagine, j'ai vu le repas, si tu veux. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu t'es retrouvé dans ce film, et est-ce que ce film te paraît raconter des rêves partis dont tu viens clairement? Dont je viens clairement. C'est à ça que servent les dîners. Je suis arrivée dans le film... c'est bon. Je suis arrivée dans le film de par un voyage, parce que je ne viens pas clairement seulement de la free party. Je viens beaucoup plus des voyages. Et à travers ces voyages, j'ai rencontré beaucoup de communautés, dont le monde de la techno, bref, il y en a beaucoup. Et j'étais au Portugal à ce moment-là, et dans une techno, et je me suis fait approcher par Nadia, qui était avec son assistante Erika, et qui m'ont pris à part. Alors au début, effectivement, dans une free party, tu te demandes, elle dit oui, est-ce qu'on peut te parler? Donc tu dis oui, merde, il y a un problème, pourquoi elle me prend à part? Non, mais en fait, en réalité, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose d'un projet artistique ou spirituel. Je les ai vus marcher devant moi, se mettre à l'écart, et effectivement, elle m'a proposé de jouer dans un film. Je lui ai dit non. Elle m'a expliqué un peu plus le projet, et je me suis connectée à celle-là, cette Louve-là. Et on a eu une rencontre assez spirituelle, je pense, de femme. Elle m'a rassurée. Et du coup, j'ai dit... Bon, elle m'a dit, de toute façon, c'est pas... Ça ne t'engage en rien, on peut quand même essayer quelque chose, elle m'a rassurée. Et donc, j'ai dit, pourquoi pas. Et quelques jours après, ils m'ont retrouvée, on m'a présenté Oliver.
Et on s'est assis, on a parlé de tout, de rien, du désert, communication animale. On a refait le monde et là, je me suis connectée au côté... Enfin, moi, j'ai là la techno, j'avais complètement oublié, je me suis connectée au spirituel, au désert. Je me rappelle que je t'ai dit, Oliver, j'ai vécu dans le désert, mais pour moi, le désert, c'est pareil que l'océan. Et on a eu une même phrase, c'était on regarde le ciel. On soit sur la mer ou soit dans le désert, il n'y a qu'une chose qui nous raccroche, c'est la mer, enfin c'est le ciel et les étoiles. Et ça m'a motivée, ça m'a donné confiance. Et je me suis dit, ces mecs-là, ils vont pas faire un film. J'avais peur en fait qu'on nous stigmatise encore une fois. Et je me suis dit, ces gens-là, ils vont pas faire un film j'allais dire sensationnaliste. C'est vrai que j'explose quand même, mais... mais je veux dire, ils vont pas nous pointer du doigt, ils vont pas... je sentais qu'il y avait un côté hyper humain, spirituel, et plus je regarde le film, et là on a quand même manifesté aujourd'hui, on était en manifestation avec Biggie, il m'a quand même amené dans un endroit où c'était super émouvant, il a perdu sa main là-bas, quoi. Donc moi je suis arrivée directement, j'avais pas envie de danser, j'avais pas envie de célébrer comme tous ces gens, j'étais avec des sans-papiers, avec des gens de la Palestine, avec des gens, et je me suis dit putain, il faut que j'aille au cinéma, et en même temps, j'ai pris conscience que putain, c'était super important ce qu'on est en train de faire parce que mes deux mondes, en fait, ils sont en train de se rassembler. Et il y a aussi le monde du cinéma. Et ce qu'on est en train de créer là, c'est un putain de message. Bon, je suis un peu vulgaire et je suis super émue. Mais du coup, là, je prends le sens encore plus maintenant du film qu'on est en train de faire. On est en train de sauver le monde. Qui pose la première question? J'aimerais bien, Nadia, que tu racontes comment ça a été pour toi de caster Jade. Comment c'était la rencontre avec Jade? Si tu réponds à un cauchemar, ça fout tout en l'air. Non, pas du tout. En fait, on était au Foire des Tempos qui a, je sais pas, 8000, 10 000 personnes. Déjà, on a mis 3 jours à rentrer dedans parce qu'il y avait tous les policiers de la planète. Bon, bref, pardon. Et on était en train de marcher en groupe par là, et Jade, elle était au milieu d'un groupe, par là, et je l'ai même pas vue. J'ai juste vu un œil marcher. Mais mon œil a vu son œil, et j'ai vraiment vu un œil, et il a fallu que je fasse comme ça, et que je la regarde, je me suis dit, ah, elle est nickel quand même. Et j'ai attrapé Oliver, viens voir, regarde la fille là-bas et tout. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré avec Jade, et voilà. Pour la faire courte, et elle était un peu en chat sauvage quand j'étais la voir, genre, attends, non mais je t'assure et tout, ouais, attends, c'était pas tout de suite open. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ça dans le casting, parce que, quand même, dans la journée, ils m'ont des super gens, et ils voulaient pas, quoi. Et je leur disais, tu m'arranges pas du tout la vie, mais j'adore. Je leur dis casting, fille, nanana. Quand même, la plupart des gens, ça fait un peu briller les yeux. Et il y en a plein, et moi, ils m'ont dit, c'est non. J'aimais bien. Parenthèse, je dis ça comme une espèce de teaser, mais il y a un film avec lequel ce film-là dialogue, et ils auraient pu être cadois tous les deux, mais en l'occurrence, l'autre a été tenu au secret jusqu'à avant-hier. C'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui s'appelle Une bataille après l'autre. Et en fait, il y a vraiment des éléments. D'abord, on annonce la Troisième Guerre mondiale dans les deux, mais sur la question d'un dialogue entre l'armée, dans les deux films, ou la police, et puis une communauté marginale, il y a un truc assez troublant sur les deux films. Je dis ça, voilà, c'est probablement un des grands films de cette fin d'année. Moi, j'ai eu la chance de voir le film à Cannes. Du coup, c'est la deuxième fois que je le vois. Et c'est un film qui m'a hantée durant ces derniers mois. J'en parle à tout le monde autour de moi en disant que c'est mon film préféré, ce qui n'est pas forcément une super pub, mais voilà. J'ai une question parce que nous, en tant que réalisateurs, on a l'écran pour nous protéger, pour un peu... Voilà, on a le générique pour respirer. Et vous, en tant qu'acteur, comment vous avez fait pendant ces 7 semaines de tournage, comment vous descendez littéralement de ce bad trip? Comment est-ce que vous êtes accompagnés, j'imagine, les uns les autres, pour respirer, pour avoir des temps de redescente? Voilà, c'est ça la question. On n'est pas encore redescendu, je crois. Et en plus de ça, c'était très précipité. Je pense qu'on n'a pas eu le temps de se revoir beaucoup. On a arrêté le tournage et puis il y a eu Cannes. Et surtout que pour nous, c'était pas un bad trip. Hein. C'était un film, hein. C'est pas vrai.
Tu vois, je veux dire, non, je veux dire, nous, on était hantés, hypnotisés par Oliver, tu vois, pour entrer dans cette histoire et essayer de vivre ça quand on tournait. Mais je ne sais pas comment dire, on a fait un voyage plus intérieur, si tu veux, peut-être, mais pas dans la souffrance. Nous, on s'est connus, on a passé des bons moments, on a partagé, même quand on partage des trucs des fois durs, ou la chaleur, ou la fatigue, ou le soir, je ne sais pas, ben il y a un côté aussi de rassemblement de la famille qui est très fort, donc quelque part. Je veux dire que moi, je n'ai pas un souvenir d'un bad trip, j'ai un souvenir d'un super beau trip. Une thérapie de groupe, gratos. Mais par rapport à ces moments quand même si ça va et tout, parce qu'on se rassurait les uns et les autres et tout, mais sur les moments même de notre tournage, moi je vais me permettre de le dire, on a quand même chacun chialé à ces putains de scènes, quoi. Parce que même dans la vie, quand tu perds quelqu'un, bah, tu chiales quand même, quoi. Donc sans le vivre, puisque c'est pas nous, mais on le vit aussi quand même un petit peu, quoi. Et ça résonne, quoi. Mais du coup, on s'accrochait sur les uns et les autres, et du coup, bah, tu pleures pour 1 minute, et puis après, tu vas voir ton pote, et t'es comme as. Bon, allez, vas-y, on se prend un petit whisky coca. Ouais, allez. Pour moi, c'était pas un bad trip, mais quand même, c'était dur pour moi. Faire du cinéma, c'est vraiment aller dans tes limites. Et c'est vraiment très exigeant physiquement, psychologiquement, spirituellement. Et surtout pour la raison du sens. Le sens. Est-ce qu'il y a du sens à vraiment faire tout ça? C'est une question que je me pose toujours quand je suis en tournage. Quand on a tourné La Teuf, je me rappelle d'avoir monté la montagne et d'avoir vu un peu tous les camions du cinéma, tout ce qu'on avait fait pour faire un film. Et je me disais, oh là là, tu te confrontes à ta névrose aussi, à ta folie. Et c'est dur de trouver ce sens, même quand tu finis le tournage, il y a un moment de descente, il y a un moment de détachement du cinéma. Mais heureusement, la vie est en train de nous dire qu'il y a du sens. Il y a du sens à ce métier si délirant, à cette manière si folle de demander de l'amour, quand on fait faire des films. On dit de l'amour. Mais vous êtes en train de nous donner énormément d'amour, et oui, ça donne du sens, ça épaise l'âme. Qui a encore un peu d'amour à donner? Buenas tardes, noches. Buenas noches. Buenas noches. Je parle pas espagnol pour Alors, par rapport au titre, je voulais savoir ce que ça signifiait, Sirat, et c'était en quelle langue? C'est de l'arabe, c'est Fosra. Et ça veut dire la voie. La voie. La voie, le chemin, la voie. La voie. C'est un peu, dans notre culture, ce serait Tao. Tao, c'est aussi la voie. Une voie qui est physique, mais aussi métaphysique, intérieure. Et est-ce que c'est un film sur la folie en quelque sorte? Si vous avez vu ça, est-ce que vous avez vu que c'est un film sur la folie? Parce qu'à un moment donné, alors, Sergio Lopez... Si vous l'avez vu, si vous avez senti ça dans le film, je rigole pas. Mais quand ils dansent, ils sont un peu fous. Mais ouais. Mais j'aime pas les rêves partis, moi je pas. Je suis désolée, j'aime pas les rêves partis. Mais je m'en fous. Ah oui, voilà, je veux dire que vous auriez répondu ça. J'étais sûre que vous auriez répondu ça. Non, mais j'ai jamais participé à une rêve partie. Bah venez. Oui, mais j'ai pas été invitée, j'ai jamais invité nulle part. Mais il reste de grandes choses. En fait, pour vous répondre, Vas-y. Vous avez fini? En fait, la question, si c'était de la folie. Alors, l'art, la culture rave, les spiritualités, ça les limites. C'est sur les limites. Il y a une certaine folie aussi. L'amour, c'est une folie aussi. Et il y a un moment
d'ivresse, on va dire. Et donc, et oui, et les êtres humains, aujourd'hui, on est cassés, tous. Et c'est comme ça, c'est pas grave, enfin, on l'a toujours été. Mais on célèbre, et je trouve que ce mouvement le fait, on célèbre notre imperfection, notre blessure. On la danse, on la célèbre. Et je pense que peut-être c'est là qu'on trouve la transcendance. C'est quand l'être humain qui a envie de transcendance, ces gens ils veulent danser, ils veulent quand ils se transcendent, il y a vraiment une très bonne intention de transcendance, encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui fait aujourd'hui que c'est très difficile. Il y a beaucoup de poids, il y a beaucoup de douleur. Et peut-être que la transcendance, quand on est face au ciel et on est impuissant, voilà, on est perdu et on voit ça dans les yeux des gens qu'on a tournés, ils ont cette intention, mais ils sont aussi un peu perdus. Peut-être que c'est là que la transcendance arrive. Ce moment où l'être humain s'assume, pleure, tombe par terre, hurle, dans un déflore, mais quand même se met à danser quand le but arrive. Allez-y. Oui, bonsoir. Il y a un personnage très important dans le film, c'est le désert, il est très beau, très rude aussi. Pourquoi est-ce que la rêve, que je ne connais pas, doit être dans cet univers dépouillé et magnifique? Enfin, quel est pourquoi avoir tourné dans le désert? Pourquoi avoir tourné dans le désert? Pourquoi avoir tourné Pourquoi avoir choisi le désert comme... c'est plus qu'un décor. Alors moi j'ai vécu 10 ans au Maroc, donc c'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup attiré. J'ai vécu dans une palmeraie proche du désert pendant un temps. C'est un paysage limite, c'est un paysage blessé. La montagne marocaine, par exemple, on voit toute l'érosion du vent, on voit toutes les stratifications, on sent comment la planète avait été créée. Et on sent notre petitesse, on sent comment on est petit face à ça. Et moi, j'étais très admiré par ce paysage qui, contradictoirement, me donne beaucoup de sérénité. Me sentir petit me donne de la sérénité. Et après le désert, quoi vous dire, enfin, le désert c'est un lieu où on ne peut pas se distraire. On peut pas, tu dois regarder à l'intérieur, tu dois regarder ou regarder le ciel, c'est un peu la même chose. Tu ne peux pas te cacher. C'est pour ça que quand même le désert a donné tellement de... L'être humain poussé à sa limite, à s'exprimer de manière angélicale, presque. Dans ce lieu. Le désert te donne en t'enlevant. Et t'enlevant en te quittant. Avec les deux. J'en ai une petite dernière. Ouais, après je vous passe la parole. Non, on n'a pas du tout parlé de la musique et je veux bien qu'on l'aborde à partir d'un plan précis, qui est le plan sur les rails. Non, pas du tout sur les rails d'ailleurs. Sur la route. Parce que à cet endroit-là, on sent une espèce de symbiose entre l'image et la musique, puisqu'on commence par une ligne continue, et que la musique va changer quand on passe en pointillé, et que chaque fois qu'il y a un changement de rythme ou de motif dans l'image, tout à coup, il y a quelque chose d'extrêmement synchronisé, ce qui du coup tend à constituer la fin du film, où il y a une espèce de dimension très forte, où la musique devient image et l'image devient musique. Enfin, c'est très troublant, c'est une expérience de spectateur extrêmement forte, et donc ça donne envie de te demander, puisque c'est la première fois que tu la travailles à ce point, qu'elle est aussi présente et importante, comment vous avez travaillé avec ton compositeur? Bon, tout d'abord, dire que j'ai dansé ces images. Moi, j'avais déjà des images de camions qui traversent le désert, 2011, 2012, et du coup, après, dans la palmeraie dans laquelle j'habitais, à Agdez, il y a une teuf qui s'est organisée. Donc, Nadia était venue aussi, et du coup, tout cet imaginaire que j'avais, ça incarnait. Il y a des camions, du coup, je vois cette communauté et tout. Pour revenir à la musique, donc, j'ai commencé à danser ces images beaucoup, avec la musique électronique que j'aime beaucoup. Et donc, après, mon écriture, elle est très atmosphérique. Comme on l'écrit Saint-Agoma, et la musique, c'est de l'atmosphère. Donc déjà, c'est une écriture, c'est un paysage sonore un peu.
Et après, je mets beaucoup des liens de musique dans mon scénario. Et après, on achète les droits beaucoup de fois. Mais là, on avait la possibilité de travailler avec un musicien. J'ai fait mon casting de musicien et Kanye Ray était la personne parfaite, enfin, qui pouvait faire un... En fait, la première chose que je lui ai demandé, c'est envoie-moi des morceaux de musique de toi ou d'autres musiciens qui t'inspirent les séquences. Donc il m'a envoyé un Excel avec beaucoup de liens de musique. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de rassemblances de musiciens que moi j'aimais, qui lui aimait. Et ça nous a donné la sécurité. Ok, on parle la même langue. Et après, c'était... en fait, j'ai choisi à lui parce qu'il avait quand même une énergie dionysiaque, rageuse, une force qui pouvait dialoguer avec le côté plus tribal et cathartique du début. C'est de la musique très... c'est de la musique populaire, on va dire. Moi, je suis galicien, on a de la musique, c'est vraiment comme de la techno, c'est de la trance. On connecte avec le cœur, on connecte avec le mouvement, on s'abandonne. Vous pouvez dialoguer avec ça. Il y a une deuxième dimension de la musique, c'est toute la partie plus existentielle, là où l'être humain se pose des questions. C'est la partie un peu de l'errance du père. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi? Enfin, c'est quoi mon chemin? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Bref. Et là, David, quand même, il a mis beaucoup d'émotions. Il y a un concept qui s'appelle Afterglow. Donc c'est comme une espèce de mélancolie et d'acceptation. C'est un sentiment un peu contradictoire de joie, mais de tristesse. Donc voilà, il y avait cette dimension plus existentialiste que lui, il a fait un travail très délicat. Très délicat. Il y a des moments quand on a des morceaux qu'il a travaillé avec les mêmes synthétiseurs que Vangelis à Blade Runner. Il y a un moment que tu sens les camions et ils flottent, ils lévitent, les camions c'est un voyage. Là, la musique nous permet, c'est pas seulement une aventure physique, c'est une aventure un peu qui se débat dans d'autres dimensions un peu plus métaphysiques. Et après, il y a la troisième dimension sonore qu'on a travaillé, c'est quand l'être humain se pose des questions, la réponse, c'est s'abandonner. Et là, c'est le moment plus où le son, et on s'approche plus à une musique ambiante, sacrée. Et je trouve que la musique électronique nous permet d'évoquer cette source du son. Enfin, on se disait avec David, comment l'univers sonne? À quoi sonne l'univers? Dieu, à quoi sonne Dieu? Les anges, s'ils parlaient, les anges, à quoi ils chuchotent? Et là, il m'a sorti des... Il m'a dit, je veux te dire à quoi ils sonnent les anges. Et il m'a mis une musique, et la musique faisait... C'était l'arpeggio qu'on a finalement utilisé à la fin du film, et qui donne de l'équilibre au film. Non, ça nous aide... La musique nous sérène, nous aide à accepter que ça devait se passer comme ça. Et ça apaise un peu la douleur. La dernière question. Oui, il y a un personnage très puissant dont on n'a pas trop parlé, c'est les camions, on les suit, on est pris, les prises de vue, les lumières, etc. Puis pour moi, ça me rappelle le film de Charles Vanel là, avec le camion. Salaire de la peur, et puis le film de Spielberg. Non, Sorcereur. Non, celui qui avec des camions là. Oui, Duel, ouais. Duel. Alors je me suis retrouvé là-dedans. Duel. Oui, donc c'est... Mieux que Sorcereur de Friedkin. Il y a un lien avec ça, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est un personnage puissant. On est pris à suivre ces camions, on a peur de se faire écraser, enfin. Et puis alors quand ils font les comptes les deux avec, c'est le stress. Ça rajoute beaucoup, je voulais insister sur les camions. Et puis j'ai beaucoup aimé le gros vert, c'est un vieux Mercedes, je crois, mais je sais plus trop. Mercedes. 900. Oui. C'était dur de les faire exploser. Oui, c'est dur. C'est des bijoux. Bon, seulement vous dire que oui, les camions quand même parlent de ses propriétaires. C'est quand même une peau, non? C'est leur vie. C'est notre maison en fait. C'est la maison. Et c'est bien quand on a essayé un peu de les personnaliser ou de les zoomorphiser, comme si c'était des animaux, ou les spiritualiser de sorte, non? C'est des camions, mais comme le spectateur, enfin, j'aimerais que le spectateur, à certains moments, sente que c'est pas que des camions. C'est un train, mais c'est pas qu'un train.
C'est un désert, mais oui. Oui. Derrière les formes matérielles, il y a des formes subtiles qui vivent. C'est des temples. C'est ça, c'est des temples. C'est ça qui est intéressant du cinéma. Comment le cinéma peut nous permettre de sentir le monde subtil derrière le matériel. C'est cette ligne très fine. On a dû avoir 2 camions de chacun. Pour les faire exploser? En fait, oui, parce qu'on ne peut pas exploser l'acteur. Ah. Merci dans de les avoir sauvés. On y tenait. En fait, je veux dire que le camion, si on explosait le camion, on devait tourner encore. Et en plus, on avait peur, on a beaucoup forcé. Moi, je vais vraiment à la limite. L'équipe me disait, mais on n'a pas besoin d'aller si vite. La vitesse, tu l'avais évoquée quand même. Non, il fallait aller vite. On a beaucoup cassé les optiques parce qu'on avait pas mal de problèmes mécaniques. Donc, c'était super d'avoir un deuxième camion pour ne pas arrêter le tournage, tout simplement. Je conclus sur une idée comme ça, parce que ça me vient. C'est que tu dis à quel point la découverte des cinéastes spiritualistes a été importante pour toi. Tu cites Tarkovsky, par exemple, tu cites Dreyer, tu cites un certain nombre de très grandes références, Bresson, cinéastes du sacré. Et il y a un cinéaste que tu cites beaucoup, en disant d'ailleurs que pour toi il y a une espèce de trinité, et que ce personnage-là c'est le fils. Le père étant Bresson, je crois, et le Saint-Esprit Tarkovsky. Et ce fils, c'est un cinéaste qui nous est très cher, hein, c'est Abbas Kiarostami, à qui on a donné le nom de la salle 4 chez nous, parce que c'était un ami cher et ancien. Et donc son fils spirituel à lui, Abbas Kiarostami, c'est-à-dire Jafar Panahi, qui a été son assistant et son ami, sera avec nous le 27 septembre. Et c'est évidemment une fierté de le recevoir de nouveau, parce que, comme Sergi Lopez, on l'avait reçu à l'ancien Méliès. Et peut-être, comme Oliver d'ailleurs, parce qu'on se souvient plus très bien, mais... Si, tu te souviens? Oui. Et Abbas Kiarostami, en fait, j'y ai pensé vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que tu cites, toi, le goût de la cerise, en disant que ce film t'a confronté à la question de la mort et de la dynamique autour de la mort. Et en fait, moi, j'ai pensé pendant la projection... pas tant au goût de la cerise, qui est effectivement un film sur le suicide et la mort, mais à Et la vie continue. Parce que La vie continue, c'est aussi la confrontation à la mort. C'est un paysage qui a été laminé, détruit par un tremblement de terre, et où il y a beaucoup de victimes. Et on va vérifier si des enfants sont morts ou pas. Donc c'est la quête d'un père qui va chercher s'il trouve non pas ses propres enfants, mais les enfants qu'il a dirigés dans un film antérieur. Et du coup, parmi les raisons pour lesquelles ce film m'est cher, il y a aussi les traces. Le film sort aujourd'hui. Évidemment, il faut que les entraînements encore sont déjà bien partis. Demain, on est ouvert toute la journée, et donc il faut que ça continue à monter par les autour de nous sans rien révéler sur le scénario. À l'université, quand je suis parti au Maroc, je disais au nom du Père, la tête, Robert Bresson, du cœur, le Fils, Abbas Kiarostami, et du Saint-Esprit, Tarkovsky. Amen. Ce sera donc la conclusion du débat. Merci beaucoup à tous les cinq. Et merci à tous et tous.